Bonjour et bienvenue dans un nouvel Histoire de Légendes et Frissons. Aujourd'hui, nous allons parler des crimes et empoisonnements passés qui passionnent de par leur caractère exceptionnel, peu croyable ou méconnu. J'espère que vous avez l'estomac solidement accroché car ça risque de vous le retourner. Pour cette première histoire, remontons le temps jusqu'à l'époque de Louis XIV, au XVIIe siècle, en pleine affaire des poisons. Si vous me suivez sur Instagram, vous connaissez déjà une des premières empoisonneuses, la marquise de Brinvilliers. Et pour ceux qui ne connaissent pas encore son histoire, vous pourrez retrouver prochainement une vidéo l'expliquant sur ma chaîne Histoire 2. L'une des célébrités de l'affaire des poisons était la voyante Catherine Dezay, mieux connue sous le nom de la Voisin. Elle habitait une maisonnette quelque part au niveau de l'actuelle rue Beauregard, dans le quartier Bonne Nouvelle de Paris. Il faut savoir que l'avenir était un business qui rapportait à l'époque du roi Soleil. Selon les rapports du lieutenant de police Larénie, on comptait environ 300 devineresses. Mais la Voisin, c'était ce qu'on faisait de mieux. Sa clientèle était presque exclusivement féminine et lui posait toujours la même question. Quand serai-je débarrassée de mon mari ? Si l'épouse était pressée de voir le mari disparaître, la Voisin allait chercher dans ses coffres certaines poudres permettant d'aller un peu plus vite. Mais elle était également avorteuse et sorcière. Elle s'improvisait accoucheuse, guidée par la magie et la médecine, et donnait ainsi naissance à un enfant qui, à peine né, servait immédiatement à des conjurations nouvelles. La mère accouchait nue, par terre, dans un cercle magique. Dès que l'enfant apparaissait, on le saisissait, on le vouait au démon par d'horribles paroles et on l'égorgeait aussitôt. Le sang, le foie et le cœur devenaient ensuite des ingrédients pour des mixtures qui devaient transformer le plomb en or. La Voisin composait également des filtres d'amour. Par exemple, on dit que l'une des favorites de Louis XIV, la Montespan, conserva les faveurs du roi grâce à une poudre faite de fœtus séchés, de sperme de bouc, de venin de crapaud et de sang de chauve-souris. Et bon appétit, bien sûr. Tout cela se termina fort mal pour l'une comme pour l'autre. La Montespan fut exilée et la Voisin brûlée, comme il était alors de mise pour les sorcières. Avançons maintenant dans le temps. Entrez, approchez, n'ayez pas peur. Pour cette histoire, nous devons nous engouffrer dans un caveau peu visité et méconnu du public. Vous reconnaissez ? C'est le dôme des Invalides, là où l'on trouve le tombeau de Napoléon Ier. Mais ce n'est pas lui qui nous intéresse. On va plutôt contourner le dôme, entrons dans l'église des soldats que l'on appelle aujourd'hui cathédrale Saint-Louis des Invalides, et là, prenons le temps de regarder autour de nous. Avançons encore un peu, puis passons derrière l'autel, et là, vous voyez cette entrée ? C'est celle du caveau des gouverneurs. Il protège 1001 histoires passionnantes, mais celle qui nous intéresse concerne une urne, et plus particulièrement l'urne de Marie Maury de Sombreuil, fille du gouverneur des Invalides avant que la Révolution française n'éclate. Ce que vous allez découvrir est un des épisodes les plus romanesques de l'histoire révolutionnaire. Dans un premier temps, je vous raconte la version légendaire de l'histoire et ensuite on verra ce qui s'est vraiment passé. Le gouverneur et père de Marie Maury fut suspecté d'activisme anti-révolutionnaire et emprisonné en 1792 à l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés. Le jour de son procès, Marie Maury se serait jetée courageusement dans la foule devant son père en implorant sa libération. Et elle le fit avec tant de courage qu'on lui accorda, mais au prix d'un terrible marché fixé par le président du tribunal qui s'était improvisé dans l'abbaye et qui s'appelait Stanislas Marie Maillard, aussi surnommé Tape-Dur. Le deal, c'était que son père aurait la vie sauve si elle buvait un verre de sang bleu. Petite parenthèse, on est bien d'accord qu'ici le sang bleu ne désigne pas ces petits êtres bleus et merveilleux mangeant de la salse pareille. On dit sang bleu pour désigner les nobles ou aristocrates qui à l'époque se devaient d'avoir la peau la plus blanche possible pour montrer qu'ils ne travaillaient pas aux champs comme les paysans qui avaient la peau tannée par le soleil, et cette peau blanche laissait apparaître les veines bleutées des personnes de noble condition que l'on qualifiait alors de sang bleu. Je referme la parenthèse et reviens à Tape-Dur, qui aurait donc plongé un verre dans un baquet recueillant le sang des victimes guillotinées et l'aurait tendu à Marie Maury qui, sans hésiter, l'aurait bu d'un trait en criant « Vive la nation !» Mais revenons maintenant un peu en arrière pour rétablir la vérité.
On en est au moment où Maury de Sombreuil se jette dans la foule. Là, point de verre de sang, mais le fait de voir cette jeune fille en larmes enveloppant de toute sa tendresse son père pour le sauver aurait ému le tribunal et finalement le président Stanislas Marie Maillard l'aurait innocenté. Toute retournée par son action, Marie-Maury de Sombreuil aurait alors demandé un verre d'eau pour s'en remettre. Celui-ci arriva tout rouge car porté par plusieurs mains sanglantes, d'où l'origine de la légende du verre de sang. D'ailleurs, pour couper court à toute fantaisie, on dira juste qu'il n'y a jamais eu de guillotine à la prison de l'abbaye. Mais ça servit pas à grand chose parce que en fait son père fut guillotiné en 1794 puis jeté dans les fosses du cimetière de Picpus. Mademoiselle de Sombreuil continua sa vie jusqu'à mourir de mort naturelle et elle fut enterrée dans un cimetière d'Avignon, tandis que son cœur fut réclamé par les Invalides en 1850 pour être déposé dans le caveau des gouverneurs, dans cette urne que l'on appelle carditaphe parce qu'elle contient un cœur. Elle est d'ailleurs la seule femme et excuse par sa présence l'absence de son père resté dans le charnier des martyrs de Picpus. On continue avec un petit saut dans le temps et nous voilà maintenant en 1814 sur les hauteurs de la butte Montmartre. Il y avait là, à l'époque, de nombreux moulins qui couronnaient la butte. Il n'en subsiste que deux, le Radet et le Blutefin, aujourd'hui connus sous le nom unique de Moulins de la Galette. Ces moulins appartenaient à la famille Debré, meunier des dames de l'abbaye de Montmartre. Malheureusement, en 1814, ces moulins allaient être les témoins d'un terrible massacre. Alors que la capitulation avait été signée le 31 mars, marquant ainsi la fin de la dernière campagne de Napoléon Ier, les combats continuaient sur Montmartre et dans les vignes, il y avait des francs-tireurs qui faisaient feu contre les Russes. Parmi les combattants se trouvaient les 5 hommes de la famille Debré, 4 frères et le fils unique de l'aîné. 3 d'entre eux furent tués, alors que l'aîné se réfugia avec son fils dans leur moulin où avaient été installées des pièces de canon. Et à la nuit tombée, les Russes arrivèrent au moulin et furent accueillis par une volée de mitraille que tirait l'un des survivants. Un des officiers demanda qui avait tiré, mais pour toute réponse, il reçut en pleine tête une balle de pistolet. La riposte ne se fit pas attendre, et on raconte que les assaillants se saisirent du dernier frère, le massacrèrent et le découpèrent en morceaux avant de les attacher aux ailes du moulin. La légende raconte aussi que le fils fut cloué au sol d'un coup de lance, mais qu'il survécut miraculeusement à sa blessure. Quelque temps plus tard, amoureux de la danse et des danseuses, il transforma le Blutefin en bal public. La famille Debré ne gardera que le Blutefin qui deviendra en 1895 Moulin de la Galette et qui sera très fréquenté par les peintres. Il inspirera notamment Renoir, Toulouse-Lautrec ou encore Picasso. Et justement, restons donc sur cette butte fréquentée des artistes pour nous retrouver au cabaret du Lapin Agile qui auparavant portait le nom de Au Rendez-vous des voleurs, puis de Cabaret des assassins, et finalement, en 1880, le caricaturiste André Gille réalisa une enseigne montrant un lapin s'échappant d'une casserole, ce qui dans les années 1900 mena à l'habile jeu de mots de lapin à Gille, lapin de Gille, lapin agile. Mais c'est le pharaon, comme le pharaon qui est le chef de nous. Un terrible soir cependant, le cabaret finit par mériter son vieux patronyme de cabaret des assassins. En septembre 1911, Victor, le fils du gérant Frédéric Gérard, mieux connu sous le nom de Père Frédé, se fit assassiner par un inconnu. La légende de Montmartre raconte que seul son chien avait assisté à la scène et que quelques jours plus tard, celui-ci se mit à aboyer contre un client qui venait de s'asseoir à une table. Aussitôt, tout le monde comprit qu'il dénonçait l'assassin de son maître, car il était d'ordinaire très calme. L'assistant se serait tu subitement. Alors, pour rompre le silence oppressant, le malfrat aurait interpellé le père Frédé, dont les yeux s'étaient embués de larmes, en lui disant « Eh bien, Frédé, joue donc de la guitare !» Mais bon, ça c'est pour la légende, parce que quand on lit les journaux de l'époque, ils racontent la véritable affaire. À 1h du matin, cette nuit-là, plus personne ne chante ou ne boit dans le cabaret. Victor et Lolotte, la serveuse, sont en train de fermer boutique lorsqu'un couple arrive. Au moment de payer leur verre, l'homme conteste le rendu de monnaie et finit par tirer sur Victor au niveau de la tempe gauche. Il se retourne alors vers Lolotte pour tirer une balle qui lui érafle le front et le cuir chevelu, ce qui la décide enfin à s'enfuir par un petit escalier dans la salle voisine qui la conduit dans la rue. Elle entend alors un troisième coup, celui qui achève Victor.
Elle voit le couple se sauver, happé par la nuit noire. Les recherches des policiers ne donnèrent rien et on ne sut jamais qui tua Victor. Et dès lors, à la terrible question « Comment ça va ?», le père Frédé répondait « J'étais trop heureux, je songeais au malheur qui pourrait venir sournoisement, le voici ». Néanmoins, les rires et les chants finirent par revenir au cabaret du Lapin Agile et jusqu'au mois d'août 1914, le Lapin vécut une vie dont l'indépendance était l'image même de Montmartre. Mais cette époque insouciante s'acheva le 1er août 1914 avec la proclamation de la mobilisation générale contre l'Allemagne. Et c'est ainsi que nous terminons notre série sur les crimes et empoisonnements. J'espère que cela vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire et bien sûr, on n'oublie pas le petit pouce en l'air. Merci à vous et à bientôt.